Parfait, nous commençons. Bonjour, c'est Badr Benjeloun. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette première conférence de l'année 2022 de la série de webinaires de l'INRA qui est dédiée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Au nom des organisateurs, je présente à toutes et à tous les participants de différents pays mes meilleurs vœux et je vous souhaite une très bonne année 2022. Nous vous souhaitons également la bienvenue à ce webinaire et nous vous remercions pour avoir pris le temps d'y participer et d'enrichir éventuellement le débat par vos questions et vos commentaires. Ensuite, je remercie vivement notre conférencière, Dr Michel Tixier-Boischard, pour avoir accepté notre invitation à animer ce webinaire et de partager sa large expérience et ses connaissances avec nous. J'aurai le plaisir d'introduire Dr Michel Tixier-Boischard, que je connais depuis environ une dizaine d'années et avec laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer dans un projet européen, IMAGE, qu'elle coordonnait efficacement, et avec laquelle je collabore actuellement dans un autre projet sur la gestion durable des ressources génétiques de poulets et de moutons autour de la Méditerranée. Alors, Michel Tixier-Boischard est docteur en philosophie et docteur vétérinaire. Elle est directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national français pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, depuis 2 ans maintenant, parce qu'avant c'était l'INRA, là c'est l'INRAE, où elle travaille en génétique animale depuis 1985, principalement sur le poulet. Ses travaux ont concerné la génétique des caractères de production des œufs, la caractérisation moléculaire des gènes majeurs et en particulier des gènes de la couleur des plumes, l'évaluation moléculaire de la diversité génétique des poulets, la caractérisation et la conservation des races locales. Alors, elle a publié 138 articles jusqu'à maintenant dans des revues à comité de lecture et a supervisé 12 thèses de doctorat. Depuis 2010, elle préside le conseil d'administration de la Cryobanque nationale française. Elle est présidente de l'infrastructure française des centres de ressources biologiques pour la recherche en agriculture et coordonne sa branche pour les animaux domestiques qui s'appelle CRBANIM depuis 2012. Elle a coordonné le projet européen, le large projet européen IMAGE, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour la gestion innovante des ressources génétiques animales de 2016 à 2020. Elle est membre de la World Poultry Science Association ou l'Association mondiale des sciences avicoles depuis 1989 et a été élue vice-présidente du conseil de cette association de 2004 à 2016. Elle préside le comité d'organisation du 26e congrès mondial de l'aviculture qui se tiendra à Paris. Il a été retardé pour cause du Covid, je pense, mais il se tiendra dans dans les mois prochains, on espère. Bon, je peux continuer à présenter, à introduire ma collègue Dr Michel Tixier-Boischard, mais pour cause du temps, je vais m'arrêter là pour laisser le temps à la présentation et au débat. Alors, aujourd'hui, sa conférence est intitulée « Caractérisation et valorisation des races locales de poulets de France, principalement ». Lors de cette conférence, elle va présenter les résultats et aussi les recommandations d'une large étude sur la valorisation des races locales de poules en France, comme je dis. Avant de donner la parole à Dr Michel Tixier-Boischard, j'aimerais mentionner que la conférence durera environ 30 minutes et que nous aurons ensuite une discussion qui durera autant de temps à peu près. Pour la discussion, veuillez poster vos questions écrites via le chat sur Zoom. Veuillez indiquer votre nom et votre affiliation avant la question et n'attendez pas la fin de la conférence pour les poster. Vous pouvez poster vos questions en français ou en anglais aussi. Vous pouvez aussi intervenir directement et vous mentionnez ça en levant la main électronique de Zoom. Nous sommes impatients de vous écouter, Dr Michel Tixier-Boischard, et d'en savoir plus sur ce sujet passionnant. Merci, Michel. À tout de suite. Merci beaucoup, Badr. Merci pour cette introduction très sympathique et pour cette invitation. Je suis très contente de présenter ce sujet. Déjà, l'année dernière,
non, pas l'année dernière, en janvier 2020, j'étais venue une semaine à Beni Mellal et on avait eu beaucoup de discussions très intéressantes avec les collègues, les étudiants. Donc là, on est en virtuel, mais voilà, on maintient le lien. Ouais. Je vais vous présenter les résultats de deux projets principaux sur la caractérisation et la valorisation des races locales de poulets. Et c'est un des sujets qui est abordé dans le projet européen Scala-MEDI. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ce sujet-là, puis pour vous montrer un peu l'historique de notre approche en France, avec à la fois une approche génétique, mais aussi socio-technique. Et sur la discussion ou quelques mots de conclusion, j'ai essayé de voir comment on pourrait transposer ces questions au Maroc, à la situation du Maroc. Alors, est-ce qu'il passe? Voilà. Donc, le contexte de ce sujet, c'est qu'il y a un consensus pour reconnaître l'importance de la diversité génétique pour l'évolution de l'aviculture. La diversité, c'est le carburant de la sélection, hein, si je puis dire. C'est une ressource pour l'adaptation des populations au milieu. Mais en ce qui concerne la diversité avicole, elle est en danger. Bon, d'autres espèces aussi, mais là, on est sur l'aspect avicole. À cause d'une disparition rapide des races locales et aussi également de l'érosion de la diversité génétique des souches commerciales. Donc, en réaction à ça, il y a des dispositifs de soutien qui ont été mis en place en France et en Europe pour soutenir une production locale de qualité. Donc, on parle de signes de qualité. Donc, ici, j'ai mis quelques-uns, hein, pas tous. L'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, qui, au niveau européen, s'appelle appellation d'origine protégée. C'est la même philosophie. AOP, c'est valable à l'échelle de l'Europe. AOC, c'est valable à l'échelle seulement de la France. Et l'IGP, indication géographique protégée, qui est aussi un label européen. Et il existe aussi, mise en place en Europe, une prime pour la protection des races menacées, PRM, mais qui jusqu'à maintenant, en tout cas en France, ne s'appliquait pas aux races avicoles. Donc, ça a été aussi une motivation d'un de nos projets. Un quatrième point important à considérer dans le contexte de ces recherches, c'est l'essor de la génomique avec les données de séquençage du génome, l'accès à un grand nombre de marqueurs moléculaires avec les puces SNP. Et donc, ces outils sont à la fois puissants et standardisés, donc comparables entre études, entre pays, pour caractériser et gérer la diversité génétique. Et enfin, le cinquième élément du contexte que je ne pourrais pas plus détailler ici, c'est l'essor de la cryoconservation pour l'espèce avicole, alors qu'elle est très classique et ancienne, par exemple pour les bovins, qui permet une sauvegarde à long terme de cette diversité. Alors, les travaux réalisés sont organisés en deux projets. Un premier projet, vous allez voir, qui date déjà un peu, puisqu'il a plus de 15 ans, qui était financé par le ministère de l'écologie, le MED ici, et qui concernait la valorisation des races anciennes de poulets sous toutes ses dimensions, sociales, technico-économiques, génétiques et réglementaires. Et 13 races ont été étudiées, 13 races de poules françaises ont été étudiées. Et les marqueurs moléculaires, à l'époque, étaient des marqueurs de type microsatellite. Et donc, les partenaires, c'était des partenaires de recherche, d'enseignement supérieur, des instituts techniques, l'ITAVI, Institut technique de l'aviculture, le syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français, CISAF, c'est la même structure, et puis le centre de sélection des volailles de Bresse et différentes structures, le CIRAD, parce qu'il y avait des aspects aussi sur des valorisations peut-être à l'étranger, et des partenaires de région et un laboratoire de génotypage. Le deuxième projet, donc, qui est plus récent, qui était, donc c'est un projet CASDAR, c'est un appel d'offres différent, hein, ça c'est les vocabulaires français, qui a été financé, lui, par le ministère de l'Agriculture, où là, vraiment, c'était un projet sur la caractérisation de la biodiversité avicole afin de soutenir la mise en place de la prime à la race menacée pour les races locales de volailles. Il y avait 22 races locales, 10 étaient communes au premier projet, parmi les 13. Mais là, on avait aussi des lignées commerciales témoins et on avait des partenaires assez similaires au premier projet. Et là, les marqueurs moléculaires utilisés étaient les marqueurs SNP, donc plus récemment disponibles. Alors, je vais commencer par le premier projet en rappelant ses objectifs. Donc, ce projet BRG pour Bureau des ressources génétiques, qui était le financeur, enfin,
avec un objectif à la fois de diversifier les productions et de conserver les races anciennes. Finalement, en utilisant une race pour une production originale, on conserve cette race en même temps. Donc, c'est la double motivation des projets de relance de races locales grâce à une valorisation par un signe de qualité, comme l'appellation d'origine contrôlée ou d'autres signes dont on va voir. Donc, les questions qu'on s'est posées dans ce projet, c'est comment on fait, quelle est la stratégie pour relancer une race ancienne un peu en danger. Est-ce que ces projets de relance vont durer? Quelles sont les conditions pour que ces projets de relance aient de l'avenir? Ça ne soit pas simplement un effort quelques années, puis tout retombe. Et également, pour que ces projets fonctionnent, il faut des dimensions pluridisciplinaires. Alors, les étapes de travail, il y a donc eu une enquête socio-économique, et c'est ce qu'on retrouve exactement dans le projet Scalamédie, des enquêtes avec un guide d'entretien avec les éleveurs et la collecte de données technico-économiques, sauf qu'on ne pouvait pas avoir toutes les données sur toutes les races. Donc là, il y a 6 races sur 13 où il y a eu un entretien spécifique, 3 races sur 13 où on a pu avoir des données techniques. Donc, c'était quand même la première fois qu'on abordait ces aspects et donc tout n'était pas toujours disponible. Une étude zootechnique plus poussée sur les races de poulets de Bresse, parce que là, on avait le centre de sélection des volailles de Bresse qui était très organisé, très structuré, et donc c'était plus facile d'avoir des données. Et les analyses moléculaires, là, par contre, elles ont concerné toutes les races, puisqu'on a pu prélever du sang, extraire l'ADN pour toutes les races. Et donc, l'objectif était de repérer les phases de ces projets de relance, les facteurs d'évolution, quels sont les points communs, les invariants, et comment on peut faire des recommandations aux éleveurs détenteurs de races qui veulent se lancer dans un projet de relance. Alors, la localisation des races étudiées, vous voyez, il y en a pas mal dans l'ouest de la France. Alors, les rouges, c'est le poulet de Bresse, ici. Les verts foncés, c'est celles qui n'ont pas fait l'objet d'enquête, donc qui sont en Île-de-France ou dans l'ouest ou le centre. Et les verts clairs, c'est celles où il y a eu des enquêtes, donc qui sont en Bretagne, il y en a une dans le sud-ouest. Donc, on a une couverture géographique quand même assez bonne, mais vous voyez, il manque le sud méditerranéen et le nord-est. Le sud méditerranéen, parce qu'il n'y a pas de race locale de poules là, en France. Le nord et le nord-est, il y a des races locales, mais elles n'avaient pas pu être intégrées dans ce projet. Alors, les motivations des acteurs, pour commencer. Le poulet de Bresse, c'est une histoire très ancienne. Les producteurs ont identifié le poulet de Bresse déjà au XIXe siècle. En 1936, la zone de production a été définie précisément, la zone géographique. Et en 1957, il y a eu une appellation d'origine contrôlée avec un périmètre géographique très précis et ça permettait d'éviter les fraudes. Si vous n'étiez pas dans ce périmètre géographique, vous ne pouviez pas appeler votre poulet un poulet de Bresse. Donc, le signe de qualité est très ancien, il existe toujours et il a joué un rôle très important dans l'histoire du poulet de Bresse pour maintenir cette race. D'où le fait qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut faire ça pour d'autres races? La race de Houdan, là où les producteurs se sont organisés de façon plus récente, seulement en 1989, avec le soutien de la Chambre d'agriculture, qui est une structure publique régionale. Et l'objectif, c'était de retrouver la notoriété de la poule de Houdan, qui est une race décrite depuis le Moyen-Âge en France. La Géline de Touraine, là aussi un projet initié plus récemment, donc 1993, avec le soutien aussi de la Chambre d'agriculture et d'une association d'éleveurs. Il faut toujours qu'il y ait une association d'éleveurs, ce n'est pas un seul éleveur en général. Et l'objectif était de protéger la race avec un signe officiel de qualité, c'est l'abréviation SOC. Pour les autres races, la coucou de Rennes en Bretagne, là on avait aussi une association de producteurs, un écomusée, c'est-à-dire un musée sur les traditions agricoles et sur l'écologie en agriculture, et une chambre d'agriculture, donc là, initiative démarrant en 1997, la poule de Barbezieux en Charente avec une association ASPOULBA, c'est Association pour la poule de Barbezieux, une association d'éleveurs, avec aussi un appui de la Chambre d'agriculture, démarrage en 1997, la première fois qu'ils ont parlé du projet. La poule de Gournay en Normandie, avec cette fois-ci une association Les Défis Ruraux qui soutenait différents projets d'élevage, pas seulement chez la poule, et avec une initiative démarrée en 1999. La poule gasconne, plus récemment, avec un lycée agricole qui s'est impliqué dans la constitution du troupeau fondateur, une association d'éleveurs et un démarrage en 2003.
et la Noire de Chaland, avec un soutien du Conservatoire régional des Pays de Loire, avec un démarrage pendant finalement le projet en 2005. Et donc, vous voyez différentes histoires, différentes races, différentes motivations, donc des différentes attentes aussi. Parfois, c'était surtout la conservation, éviter la disparition de la race, et dans d'autres cas, c'était développer une activité commerciale. Donc, la barbezieux, la coucoudrenne, la gournay, c'était développer une activité commerciale. La Noire de Chaland ou la houdan, c'était quand même déjà stabiliser, faire reconnaître la race. Alors, donc, une première étape de l'analyse de ces projets, c'était quelle est l'organisation de la conduite de la population, conduite génétique associée à un suivi sanitaire, indispensable en élevage avicole. Si on ne maîtrise pas les conditions sanitaires, la reproduction des animaux est très, très aléatoire parce qu'il peut y avoir des maladies. Et donc, la première étape, c'est la constitution d'un troupeau de reproducteurs, collecter des œufs chez des éleveurs dispersés pour représenter toute la base de la population, donc définir la stratégie d'échantillonnage. Une fois qu'on a ce troupeau de reproducteurs, vérifier son statut sanitaire et le vacciner, le soigner pour l'assainir si nécessaire. Ensuite, démarrer une sélection massale pour éliminer les caractères défectueux. Là, ces races, elles ont un standard sur la couleur, sur la forme de la crête, sur la couleur de la peau ou du plumage. Donc, s'il y a des animaux qui ne répondent pas à ce standard, ils sont éliminés. Ça, c'est très strict, c'est parce qu'il y a vraiment un concept de race défini par une apparence de l'animal qui doit rester stable. Mais on travaille en race pure, donc attention, en race pure, on fait attention à la consanguinité et en même temps, on doit garantir l'homogénéité du produit. Parce que dans les filières avicoles commerciales, comme vous le savez sans doute, on utilise le croisement. Et donc, on a des animaux moins consanguins parce qu'on a fait des croisements. Et aussi, le croisement permet souvent aussi de bien canaliser la variation. On a moins d'hétérogénéité peut-être que dans une population au démarrage d'une sélection. Donc ça, c'est un peu des enjeux. Éviter la consanguinité et garantir l'homogénéité du produit. Alors, pour faire ça, il faut quand même avoir un savoir-faire professionnel. Et donc, en général, les associations de races et d'éleveurs demandent à un sélectionneur professionnel de les aider avec la mise en place d'un programme structuré pour le suivi sanitaire et généalogique, l'enregistrement des pédigrés. Donc, c'est le centre de sélection de Béchane qui a pris en charge les programmes pour le poulet de Bresse, la géline de Touraine, la poule de Barbezieux, la poule de Houdan, la poule de Gournay. Sauf que pour chaque programme, chaque race, donc association d'éleveurs, devait débourser entre 10 000 et 50 000 euros selon le volume d'animaux et l'ampleur du programme qu'ils voulaient développer. Donc, il y avait forcément besoin d'une subvention initiale, d'un appui des chambres d'agriculture ou d'une cotisation d'éleveurs. Alors, si on prend la mise en place des noyaux de sélection, donc on part d'éleveurs. Bon, ils n'aiment pas qu'on les appelle collectionneurs, mais bon, c'est un peu ça. C'est des éleveurs qui ont 5-10 animaux, qui sont passionnés par la race, mais qui n'en font pas une production commerciale. Alors, à partir de ces collectionneurs, donc, on collecte des œufs qui vont chez les sélectionneurs pour constituer un troupeau fondateur. C'est le troupeau des fondateurs, avec la mise en place en même temps d'un comité pour la sélection ou la gestion de ce troupeau, pour définir quels sont les caractères qu'on mesure, quels sont les critères pour choisir les reproducteurs. Et ce sélectionneur, il joue le rôle de troupeau fondateur, mais aussi de troupeau pépinière, parce qu'après quelques générations, il produit des œufs fertiles ou des poussins qui sont envoyés à des producteurs, qui, eux, ont l'activité commerciale et font remonter au comité de sélection les caractères qui sont intéressants pour eux. Donc, vous voyez que forcément, il y a nécessité d'une organisation collective entre les éleveurs de la race initiaux, les fondateurs, le sélectionneur qui gère le troupeau et les producteurs utilisateurs. Donc, ça peut être des syndicats, le syndicat de la géline de Touraine et aussi le comité interprofessionnel du poulet bourbonnais ou de la volaille de Bresse. Donc, à chaque fois, il y a une organisation collective qui peut avoir un sigle différent, une philosophie de fonctionnement un peu différente, mais il faut que toutes les personnes concernées se retrouvent à un moment dans une même organisation. Alors, résultat, si on prend pour la géline de Touraine, qui était un exemple assez emblématique à l'époque,
puisque l'INRA s'était impliqué aussi dans la relance de cette race. Alors, ça, c'est la courbe sur le poids à 8 semaines. Vous voyez, mesure à 8 semaines chez les femelles, à 7 semaines chez les mâles. Alors, au tout début, vous voyez, des petits animaux, 800 grammes chez les mâles, un peu moins chez les femelles. Et au départ, il y a d'abord l'assainissement du troupeau, l'homogénéisation du phénotype, si bien que le poids corporel n'est pas un critère considéré tout de suite. En revanche, au bout de 5-6 générations, une fois que le troupeau a été amplifié, homogénéisé dans son phénotype, qu'il n'y a pas de problème sanitaire, là, on peut commencer à sélectionner sur le poids corporel. Et donc là, il y a une augmentation significative du poids corporel chez le jeune à 8 semaines, puisqu'il dépasse le kilo à 8 semaines. Et c'est quand même 2 fois plus petit qu'un poulet label commercial. Et l'héritabilité du poids corporel est très élevée, 0,56, ce qui explique qu'on peut avancer assez rapidement sur ce caractère. Et vous voyez que les animaux sont encore petits. Donc, en fait, l'âge à l'abattage ne va pas être 8 semaines comme pour d'autres productions. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, est-ce que les marqueurs moléculaires peuvent nous aider dans ce projet de relance? Alors, le premier point sur lequel les marqueurs moléculaires nous aident, c'est qu'ils permettent de quantifier le niveau de diversité génétique de la population. Il y a le petit poulet qui est content là. Donc, hétérozygosie moyenne qu'on a trouvée avec des microsatellites à l'époque, c'était 0,55, ce qui est assez élevé. Chez la poule de jungle, on est à 0,65, 0,70, mais 0,55, c'est pas négligeable, c'est encourageant. Ça veut dire, alors on avait une variation entre 0,46 et 0,61, mais quand même 0,46, c'est pas ridicule. Et donc, ça veut dire qu'on avait déjà un potentiel de variabilité qui peut être utilisé pour démarrer un programme de gestion et de sélection de la race. Après, les marqueurs nous ont aussi permis de vérifier que les individus appartenaient bien à une race plutôt qu'à une autre. C'est-à-dire qu'ils se regroupaient bien entre eux. C'est-à-dire qu'on utilise les génotypes pour les marqueurs moléculaires. On oublie l'information de la race. On classe les animaux uniquement sur leur proximité moléculaire. Et après seulement, on regarde la race et on voit si ça coïncide. C'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. Et on s'est rendu compte que dans la plupart du cas, 93% des cas, donc ce n'est pas 100%, mais c'est quand même très élevé, on pouvait bien affecter un individu à la race revendiquée par l'éleveur ou l'association d'éleveurs. Donc ça, c'était aussi très positif. Ça veut dire que la notion de race locale a une base génétique objective. Ce n'est pas uniquement une réputation. Mais il peut y avoir des races plus ou moins hétérogènes. Donc, on peut attester l'identité de la race. On peut aussi mettre en évidence des hétérogénéités entre élevages à l'intérieur de la race. Et à ce moment-là, on pose la question aux éleveurs. Ce n'est pas le chercheur qui décide, c'est l'éleveur. Les éleveurs, on leur dit, voilà, vous avez quand même différents types d'animaux chez différents éleveurs. Soit vous souhaitez brasser tous ces animaux pour faire une grande population, soit il y a des types d'animaux qui ne vous conviennent pas et vous choisissez les élevages qui vont être les élevages fondateurs du programme de relance. Et donc ça, c'est le choix des éleveurs. On leur conseille plutôt de maximiser la taille de la population initiale pour avoir plus de variabilité, pour pouvoir avoir plus de choix futurs. Mais si parfois il y a des types d'animaux dont ils ne veulent pas, ils ne les prendront pas. Alors voilà un arbre de classification des individus où là, une ligne, c'est un individu, une couleur, c'est une race. Alors, si vous voyez tous les traits d'une même couleur au même endroit, c'est que la race est très homogène. Alors, donc c'est quand même le cas le plus fréquent. Par exemple, la bourbonnaise, ici, la géline de Touraine, vous n'avez pas d'autres traits bleu vif ou marron foncé dans tout l'arbre des individus. En revanche, l'extrême opposé, c'est la race noire de Chaland, qui était justement pas encore très bien organisée, puisqu'on avait des éleveurs dispersés qui n'échangeaient pas d'animaux entre eux. Et donc, on avait un petit paquet d'animaux dans l'arbre ici, un autre ici et 2 autres tout en bas. Donc là, on se demande s'il existe, entre guillemets, au sens génétique, une race noire de Chaland, parce que d'un point de vue moléculaire, on a quand même 4 sous-groupes très différents.
On a un peu ça, par exemple, pour la gauloise grise. Vous voyez, il y a un gros paquet ici, un petit paquet ici, avec quelques lignes jaunes là. Donc, on peut se dire que peut-être ces animaux-là ne sont pas représentatifs de la race, ou alors ce sont des erreurs aussi. Peut-être qu'au moment des prises de sang, on n'a pas échantillonné les bons animaux. Bon. Mais dans l'ensemble, globalement, la gauloise grise est assez homogène, à part quelques petits individus. La race crève-cœur aussi, vous voyez, un gros paquet de vert foncé ici, mais un petit paquet pas si petit que ça qui est ici et qui est plus près de la race Gournay. Or, Gournay et crève-cœur sont deux races en Normandie, donc avec une proximité géographique. Donc, on peut quand même avoir aussi des mélanges entre races parce qu'il y a des élevages proches qui peuvent échanger des animaux. Donc, voilà une situation où on a quelques races très homogènes, quelques races, donc la gauloise dorée, la crève-cœur ou la gauloise grise, avec une majorité quand même assez homogène, mais quelques sous-groupes, et puis une race comme la noire de Chaland, où il y a vraiment 4 sous-groupes, et là, on voit bien qu'on a un travail important à faire pour définir la population de base représentative de cette race. Alors, si on regarde maintenant donc les paramètres techniques ou socio-techniques, donc les indicateurs techniques, l'âge à l'abattage, le poids vif moyen à l'abattage et l'indice de consommation. Alors, à droite, là, le poulet jaune en liberté, c'est le poulet label qui existe en France depuis les années 60. Il est abattu, à l'époque, il était abattu, le poulet jaune dénommé Liberté, à 93 jours. La Géline de Touraine à 186 jours. Beaucoup plus tard, parce qu'elle n'atteint le poids de 2,5 kg qu'après 180 jours. Le poulet de Bresse, c'est pareil, c'est quand même intermédiaire, c'est 131 jours, l'âge à l'abattage, pour 2,32 kg. Donc, on voit bien qu'entre un poulet label sélectionné depuis longtemps, avec une assez grande population, un programme de sélection, on atteint le poids vif de 2,2 kg à 93 jours, le poulet de Brest, 2,3 kg à 131 jours. Et l'indice de consommation, bon, vous voyez qu'il est déjà élevé, 3,39. Un poulet de chair industriel abattu actuellement à 5 semaines, son indice de consommation il est largement inférieur à 2. Donc là, on est sur des indices de consommation très élevés. Donc, une production potentiellement pas efficace d'un point de vue économique. Et là, le poulet de Brest, 4,6, la Géline de Touraine, 5,7. Donc, on est sur des productions qui ont un coût élevé. Alors, donc, on va voir les prix, justement. Le prix du poussin, quand vous achetez un poussin pour faire du poulet jaune label, il coûte, vous l'achetez 28 centimes. Parce qu'il y a beaucoup de poussins dans cette production, les coûts sont bien répartis, c'est un petit coût 28 centimes. Si vous achetez un poussin, vous êtes un producteur, vous achetez un poussin de poulet de Bresse, vous le payez 66 centimes. Vous achetez un poussin de Géline de Touraine, vous le payez 90 centimes. Bon, le prix de l'aliment, il n'est pas très différent, sauf dans la race Gournay, parce qu'ils avaient des filières plus locales d'approvisionnement, c'était un peu plus cher. Et le prix de la reprise, après, c'est si vous vendez votre animal vivant, vous le vendez quand même plus cher pour le poulet de Bresse que pour le poulet jaune en liberté, et intermédiaire pour Géline de Touraine et Gournay. Et là, le prix de reprise à la vente de l'animal vivant, il est plus élevé pour le poulet de Bresse parce qu'il y a cette appellation d'origine contrôlée qui garantit une qualité. Alors, si on regarde maintenant le produit, enfin le revenu de l'éleveur, un poulet de Bresse rapporte à son éleveur en 7,32 €. Il faut déduire 2,24 € de l'aliment, 1,34 € de charges variables, donc la marge brute, sans compter le temps de travail, la marge brute par poulet de Bresse vendu par un éleveur, par un producteur, c'est 3,75 €. Vous voyez que cette marge est beaucoup plus élevée que la marge brute du poulet jaune liberté, plus industriel, disons, parce que les coûts de production sont plus faibles, bien sûr, les charges, coûts d'aliments bien inférieurs, charges variables bien inférieures, mais le prix de vente est aussi bien inférieur puisqu'il n'y a pas cette notoriété apportée par le signe de qualité et la réputation de la race locale, si bien que la marge brute est plus faible. Donc, c'est ça qu'on a travaillé en particulier, c'est la marge qu'il faut voir, parce que c'est ça qui finalement rémunère le producteur. Et on voit en Géline de Touraine, comme en Gournay, qui n'ont pas d'appellation d'origine contrôlée, la marge brute est plus faible parce que le prix de vente, il est plus élevé que le poulet de type un peu plus industriel, mais
il ne peut pas être aussi élevé que celui du poulet de Bresse parce que la notoriété n'est pas aussi grande. Et donc, quand on est à 1,29, si en plus le travail de l'éleveur n'est pas rémunéré là-dedans, vous voyez, il n'y a pas le coût du travail parce que ce n'est pas dans les charges variables, ça, ce n'est pas évident que les éleveurs aient toujours un revenu très satisfaisant s'il n'y a pas un signe de qualité comme l'appellation d'origine contrôlée dans le cas du poulet de Bresse. Alors, donc, il faut voir aussi la taille des filières. La volaille de Bresse, il y a 500 producteurs. Il y a plus d'1 million de poulets de Bresse à l'époque, et encore maintenant, commercialisés chaque année. Donc, il y a une base importante. Pour les nouvelles démarches, on est sur ce qu'on appelle des marchés de niche. Il y a 2 à 17 producteurs. Et en tout, pour la race, on est entre 6 000 à 30 000 poulets par an. Donc, souvent, c'est une activité secondaire pour le producteur. Il ne fait pas que ça, et tant mieux, parce qu'on a vu que si la marge n'est pas très élevée, il a d'autres sources de revenus. Donc, les débouchés, autre point à voir, ce producteur qui vise un petit niveau de production en quantité, mais plus élevé en qualité, pour un marché limité, marché de niche. Quel est ce marché? Alors, il peut vendre directement à des volaillers, à des bouchers ou des intermédiaires, des grossistes. Il peut vendre directement à des restaurateurs. Et là, souvent, c'est très bien valorisé parce que le restaurateur, il a une recette de cuisine, il y a une tradition culinaire dans la région. Donc, on dit c'est le coucou de reine cuisiné à la mode de Bretagne, etc. Et ça, c'est bien vendu. Et parfois, l'éleveur, il fait lui-même sa vente. C'est le circuit le plus court possible, c'est lui qui vend directement en vif ou c'est quand même plus difficile s'il veut vendre en abattage parce qu'on a quand même des protocoles sanitaires pour l'abattage des volailles. On ne peut pas improviser comme ça l'abattage des poulets, c'est quand même encadré et donc il y a des coûts plus élevés. Alors, si on regarde le label, les signes de qualité maintenant, le label le plus utilisé depuis longtemps, c'est le label rouge que la race de Houdan avait eu en 1990. Et après, ils avaient opté pour l'indication géographique protégée au niveau européen. Ils ont abandonné le label, ils l'ont repris en 2003. Alors, pourquoi l'ont-ils abandonné? C'est que quand on a un label, on doit se plier à des contrôles. Et le label rouge est très exigeant en termes de contrôle. Il demande de fournir, par exemple, 100 d'animaux dont les performances sont contrôlées avec éventuellement qualité de carcasse, ce qui fait qu'il y a, pour un éleveur, il faut qu'il sacrifie 100 animaux juste pour vérifier qu'il est conforme au label. Et parfois, c'est même plus qu'100. Donc, dans certains cas, ça va lui demander presque tout son troupeau. Donc, il ne peut pas fournir le nombre d'animaux demandés par l'Institut qui contrôle le label. Donc, ça, c'est un gros facteur limitant pour le label rouge, c'est le coût du contrôle. Et c'est aussi pour ça que le label rouge est vendu plus cher, parce qu'il veut dire que l'éleveur s'est soumis à un contrôle. Donc, c'est normal, ça rassure le consommateur, mais le contrôle a un coût. La Géline de Touraine, c'est pareil, ils ne sont pas label rouge. Là, ils ont choisi une autre option, vraiment purement commerciale, sans passer par un signe de qualité, qui était une marque. Ils ont dit la Dame Noire, et ils ont commercialisé dans la région centre, en région de Touraine. La Dame Noire, c'est la poule Géline de Touraine. Mais pour faciliter l'identification du produit par le consommateur, ils ont choisi cette marque comme une marque commerciale, Dame Noire. Mais finalement, ils voulaient faire une appellation d'origine contrôlée et ils n'ont pas pu y arriver parce que c'était trop exigeant en termes de cahier des charges, de définition des conditions et des contrôles. Alors, l'appellation d'origine contrôlée, l'appellation d'origine protégée, ça suppose un produit typique associé au terroir et avec des usages locaux. C'est vraiment l'originalité du terroir qui est mise en valeur par l'AOC. Alors, c'est la volaille de Bresse qui en bénéficie. La coucou de reine, elle avait démarré sa demande en 2005, mais elle n'a pas pu aboutir non plus parce qu'elle ne remplissait pas tous les critères de typicité liés au terroir. L'usage local, si. Mais comment démontrer qu'une poule coucou de reine, si elle est élevée à Marseille, elle sera moins bonne à manger qu'une poule coucou de reine qui est élevée à Rennes? Ce n'est pas facile. Et s'il n'y a pas ce lien au terroir, vous ne rentrez pas dans les critères de l'appellation d'origine contrôlée. Alors, il y a l'indication géographique protégée, où là, c'est simplement la présence du produit dans un territoire. Vous n'avez pas besoin de démontrer qu'il est typique de ce territoire et qu'il ne pourrait pas être autrement ailleurs. Donc là, c'est
la façon dont il est préparé, élevé dans le territoire. Donc là, c'est le savoir-faire qui est valorisé. Ce n'est pas le produit typique local qui n'existe que là. C'est vraiment le savoir-faire des éleveurs ou des producteurs. Et puis après, vous avez la marque collective, un peu comme la Dame Noire de Géline de Touraine. Le Coucou de Rennes a aussi créé sa marque, Délices de Jadis. La race de Barbezieux a aussi créé sa marque Poulet de race Barbezieux, signée Poitou-Charentes. Donc ça, ce sont des stratégies commerciales. Nous, grâce aux marqueurs moléculaires, on a quand même vérifié que le poulet de race Barbezieux avait une vraie identité moléculaire. Donc, ce n'était pas une publicité mensongère. Il existe bien un poulet de race Barbezieux. Alors, si on regarde l'exemple ici donc de la Géline de Touraine, avec le syndicat de la Géline interprofessionnel de la Géline de Touraine, SIGT, comment est-il organisé? Il y a donc le troupeau fondateur est sélectionné au centre de sélection de la volaille de Brest, qui est un prestataire du syndicat de la Géline de Touraine, le cheptel de reproducteurs, les couvoirs qui font partie d'une coopérative. Après, les couvoirs distribuent les poussins aux éleveurs, par exemple 4 éleveurs, qui, eux, sont adhérents de la coopérative La Dame Noire pour la commercialisation vers les grossistes, vers les volaillers ou vers les restaurants. Et c'est la coopérative La Dame Noire qui gère les achats d'aliments et qui établit des contrats avec les abattoirs pour l'abattage des animaux avant de les fournir aux grossistes, aux volaillers, aux restaurants. Donc là, il n'y a pas de vente directe des éleveurs, c'est la coopérative qui gère l'achat d'aliments et la commercialisation des animaux pour les différents éleveurs qui sont adhérents à la coopérative. Donc là, on voit bien une organisation collective complète. Alors, donc ça, j'ai résumé ça sans mettre de nom de race. Donc, des sélectionneurs amateurs, une structure collective. Si cette structure collective veut un signe de qualité, elle doit remplir le cahier des charges défini par un organisme certificateur. Après, elle doit passer un contrat avec un abattoir pour commercialiser les carcasses, soit vers des détaillants, soit vers des grandes et moyennes surfaces. Elle passe aussi un contrat avec un sélectionneur professionnel pour garantir le travail génétique et sanitaire du troupeau pépinière, dont découlent tous les animaux produits. Ce sélectionneur fournit des œufs au couvoir qui fournissent les poussins aux producteurs. Alors, les producteurs ont toujours la possibilité de garder la vente directe. Ils gardent, c'est leur droit, même s'ils font partie d'une structure collective qui travaille avec un abattoir et des détaillants. Ça reste toujours une option possible. Alors maintenant, j'ai mis des petits points de couleur pour montrer sur cette base, ce canevas, est-ce que toutes les races utilisent toutes les briques, tous les éléments de ce canevas? Alors, on voit que pour la volaille de Brest, le point rouge, oui, puisqu'on a un point de rouge partout, structure collective, organisme certificateur, abattoir, sélectionneur, couvoir, le point rouge est partout. Si on regarde la Géline, le point rouge est quand même sur la structure collective, l'organisme certificateur, l'abattoir et le couvoir, mais ils n'ont pas passé d'accord particulier avec de détaillants. Il n'y a pas une politique claire de vente directe. Il y en a ou il n'y en a pas, sont des éleveurs. Si on regarde la Gournay, le point bleu-vert, il n'y a pas d'organisme certificateur, mais il y a bien un contrat avec un abattoir, avec un sectionneur professionnel, et il y a que de la vente directe. En revanche, pour la Gasconne, il y a à la fois du détaillant et de la vente directe. Là, c'est le vert, ce vert-là. Un abattoir, mais il n'y a pas non plus d'organisme certificateur. Et la Gasconne, le troupeau pépinière, il était au lycée agricole, il n'était pas chez un sélectionneur professionnel. En fait, il n'y avait que le poulet de Bresse et la Gournay, au moment du projet, qui avaient choisi de faire un contrat avec un sélectionneur professionnel. Donc, ce n'était pas une obligation. Par contre, la Géline de Touraine, qui ne travaillait pas avec un sélectionneur, avait quand même besoin de travailler avec un couvoir pour centraliser l'incubation des œufs. Donc, vous voyez, il y avait quand même le seul point vraiment le plus commun de toutes, c'est l'organisation d'une structure collective. Il n'y a que la Noire de Chaland qui finalement n'a pas cette structure et qui fait juste de la vente directe, entre guillemets, dispersée entre éleveurs. Mais sinon, sur les 6 races là, dont la filière a été analysée, les 5 sur 6
se sont organisés avec au moins une coopérative, un syndicat, une association, enfin une structure collective, qui après décide de passer des contrats ou pas avec un sélectionneur professionnel ou avec un abattoir, puisque, par exemple, la Gasconne, elle n'a pas passé de contrat avec un sélectionneur ni avec un abattoir. Elle gère directement ses producteurs en vente directe. Donc, vous voyez une certaine variabilité quand même de l'organisation. Donc, alors, ça ne veut pas dire que tout est durable de la même façon, hein, puisque le poulet de Bresse, c'est celui qui dure toujours. Donc, vous pouvez quand même, là, si je reviens juste en arrière, le poulet de Braise qui coche toutes les cases, c'est celui qui fonctionne toujours actuellement. La Géline de Touraine ne fonctionne plus actuellement. 10 ans après, ça n'a pas tenu. La Gournay fonctionne, la Gasconne fonctionne, mais maintenant, il travaille avec un sélectionneur professionnel. La Noire de Chaland ne fonctionne pas. La Coucou de Rennes est restée une production locale. Donc, n'a pas évolué depuis, n'a pas eu d'appellation d'origine. Ils avaient beau travailler avec un organisme certificateur, ça n'a pas été concluant. Donc, on a une structure collective qui existe toujours, mais une vente directe, c'est tout. Donc, les projets, mais quand même, il y a eu des hauts et des bas. La Coucou de Rennes, ça a failli s'arrêter complètement en 2012 et puis c'est reparti plus récemment. Donc, on voit que les projets de valorisation de race qui durent le plus longtemps sont ceux qui ont identifié bien tous les acteurs et tous les maillons de la filière. Donc, le rôle essentiel d'un organisme institutionnel, une association, une coopérative, de façon à associer la valorisation à la sauvegarde à long terme. La race, elle a son nom, son phénotype, sa qualité, donc elle est associée à un produit de qualité. Et un défi, c'est d'objectiver la qualité. Pour le moment, on n'a jamais, il y a des tests de dégustation, mais c'est un peu difficile. Est-ce que vraiment, les yeux fermés, toutes choses égales par ailleurs, une cuisse de poulet Houdan ou une cuisse de poulet Gournay ont fait la différence? Ça, ce n'est pas très documenté quand même, hein. En revanche, le fait qu'il y ait une organisation collective, on peut mutualiser des moyens techniques et financiers et ça améliore la rentabilité pour les éleveurs. Alors, les éléments de la discussion, on choisit une race pure. Donc, c'est une méthode unifiée de conduite génétique. Il faut recourir à un sélectionneur pour qu'il y ait un travail régulier, constant. Mais de ce fait, la sélection, elle est centralisée dans un troupeau pépinière. Elle n'est plus dispersée sur le terrain, si bien que les caractères d'adaptation au terrain pourraient disparaître, puisque le troupeau il va être sélectionné dans un seul milieu. Donc ça, c'est une question un peu sur l'avenir. Mais pour le poulet de Bresse, ça fait 50 ans ou 60 ans maintenant qu'ils continuent, ils n'ont pas eu de problème. Deuxièmement, il faudrait quand même travailler certainement plus certains indicateurs techniques et économiques, rentrer plus dans les détails, puisque certains éleveurs avaient des marges meilleures que d'autres. Donc, il y avait quand même de la possibilité d'améliorer l'efficacité économique. Et le troisième point, c'est quel signe officiel de qualité on choisit. Parce que Michel, oui. Il reste 5 minutes pour atteindre les 40. Voilà. D'accord. Merci. Là, pour le deuxième projet, il n'y a pas l'analyse de la filière aussi détaillée. C'est pour ça que je voulais commencer par ce projet-là. Alors, la démarche, donc, elle est progressive. Avoir une marque collective, communiquer, faire connaître la race et améliorer la définition de la race pour donner la confiance que c'est bien une race. Et c'est là que les outils moléculaires sont très utiles. Par contre, on n'a pas de propriété intellectuelle du nom de la race de poule. Ça, c'est trop délicat. Il y a des enjeux même de compétition entre éleveurs. Alors, sur le deuxième projet, où là, on est parti sur la caractérisation de la diversité de races locales pour faciliter la mise en place du dispositif protection des races menacées pour les volailles. Alors, les objectifs, c'était à la fois de maintenir la biodiversité, mais faciliter justement le dispositif prime à la race menacée en connaissant mieux la génétique et en proposant des outils économiquement viables, puisqu'on a vu dans le projet précédent que ce n'était pas toujours viable. Donc, il y a eu l'étude de la génétique des races locales. Donc là, c'était le plan de travail, je passe. Le croisement avec les données génétiques, phénotypiques, généalogiques, le contexte socio-économique, toujours nécessaire. Et l'analyse et le traitement des données moléculaires avec un point supplémentaire par rapport au projet précédent qui était la mise en cryobanque pour conserver de toute façon la diversité en accompagnement de la valorisation. Et une deuxième application qui était essayer d'optimiser le coût de la sélection. Ça, c'était la suite du projet précédent. Alors,
un volet important de communication parce qu'il faut quand même former, expliquer, entraîner les éleveurs dans cette démarche qui est quand même un effort. C'est quand même contraignant aussi. Et l'objectif étant d'avoir un dispositif officiel reconnu par le ministère de l'Agriculture en France pour attribuer des primes aux races menacées qui se lancent dans un projet de relance, de valorisation. Alors ici, vous voyez la liste des races avec le nom des races, en bleu vert, là, celles qui étaient dans le projet précédent, en bordeaux, celles qui ont de la semence congelée en cryobanque, donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et ici, les chiffres, ce sont le nombre d'animaux qui ont été génotypés pour les marqueurs moléculaires. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit que sur les projets, les races qui étaient initialement dans le premier projet, on a toujours la barbezieux, la bourbonnaise, la bresse gauloise blanche, la gasconne, la gauloise grise et la gournay qui fonctionnent en croissance ou stable, et quand même quatre autres races, la coucoudrenne, la gauloise noire, la géline et la houdan, où c'est encore fragile et il n'y a pas eu une expansion commerciale réussie. Alors ça, c'est un arbre un peu comme l'autre, sauf que ça, c'est une rosace au lieu d'avoir l'arbre, où on retrouve la même chose, c'est-à-dire que dans l'ensemble, on a bien une couleur par race et des races bien distinctes, sauf par exemple ici la race Ernie, c'est un peu comme la noire de Chaland dans le projet précédent. Il y avait des éleveurs qui n'échangeaient pas et donc vous avez des sous-groupes par éleveur. Ici, on a les poulets de chair commerciaux et là, un point important nouveau, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de mélange entre les races locales et les poulets commerciaux. Les races locales sont bien originales pour les poulets de chair. Par contre, pour les pondeuses, la question s'est posée sur la race marran et une pondeuse commerciale où il est possible qu'il y ait eu des échanges. Alors, pour les races du projet initial, ici, il y en a 10 en commun. On voit que la diversité, elle a augmenté pour la race barbezieux et la gasconne. Elle a diminué pour la coucoudrenne, pour la géline de Touraine, pour la gournay et pour la marran, la bourbonnaise aussi. Et donc, il y a des races où on voit que la diversité a augmenté parce que la taille de la population a pu augmenter. Elle a été bien gérée. Et d'autres races où en 10 ans, la diversité a diminué. Donc ça, c'est l'intérêt de faire des suivis quand même par étapes. Et là, tous les 10 ans, c'est tellement quand même très, très instructif sur l'évolution des projets. Alors, sur les races françaises, on a ici un arbre d'apparentement un peu entre les races. On voit quand les races ont des histoires communes, elles sont reliées plus longtemps dans l'arbre. Et ici, en rouge, on voit toutes les races françaises où il y a eu de l'introduction de l'importation de races asiatiques au XIXe siècle. Et en bleu, les races qui n'ont pas eu cette importation d'animaux de races asiatiques au XIXe siècle. Et on voit qu'il y a encore une influence très forte de cette introduction asiatique. Et on a regardé la répartition géographique. Bon, c'est quand même pas tout à fait corrélé avec la répartition géographique, mais quand même, on a bien deux sous-groupes de races par rapport à cette influence d'importation asiatique il y a 2 siècles. Alors ici, c'était juste pour vous montrer qu'on peut avoir des programmes qui marchent bien avec des tout petits nombres d'animaux. Ici, la première colonne, c'est le nombre de mâles à la fondation du troupeau, le nombre de femelles. Donc, vous voyez, la race gasconne, elle est partie avec 10 animaux. Maintenant, il y a 24 mâles et 77 femelles en 2013 en reproduction. Ça fait quand même une population qui est déjà à 7% de consanguinité, avec une augmentation de 2% par an de la consanguinité. Donc, la base initiale était quand même un peu trop petite. Mais la barbezieux, où la base était très petite aussi, 7 mâles, 7 femelles, a fait une amplification plus grande de son troupeau, puisqu'en 2013, il y avait 52 mâles, 116 femelles, avec une consanguinité identique, mais pour 11 générations au lieu de 4, donc une augmentation de la consanguinité plus faible. Donc, on voit que même quand on part avec des petits effectifs, on peut gérer la consanguinité et de façon à garantir une diversité génétique suffisante pour maintenir le programme de sélection faible, hein, mais quand même une production à l'échelle commerciale. Et donc, il y a d'autres exemples ici dans ce tableau, là, où on pourra revenir si vous avez des questions, mais pour montrer qu'on a une grande diversité de situations. Là, on part avec 14 animaux. Là, pour la Bresse, évidemment, on est parti avec 250 et il y a 24 générations. Et on est aussi à 7% de consanguinité en beaucoup plus longtemps. Donc, une augmentation annuelle beaucoup plus faible. Donc, d'où l'intérêt de garder les informations de généalogie pour faire ce suivi. Alors, une dernière variation, c'est la couleur. La race marran, il y a des variétés de couleurs. Donc, vous voyez les petites photos ici. Et ce qu'on a observé, c'est que le phénotype de couleur structurait la diversité plus que la présence chez un éleveur. Ce qu'on voit ici,
la couleur, cette couleur ici, on la trouve chez cet éleveur bleu, chez cet éleveur rose ici, mais par contre, les animaux de cette couleur sont regroupés dans la même région de l'arbre que vous voyez ici. De même pour les animaux de cette couleur-là, ils sont dans différents éleveurs, mais ils se retrouvent plus proches dans l'arbre construit sur la base uniquement des marqueurs moléculaires. Donc, ça veut dire que dans cette race, la couleur, la variété de couleurs a une importance pour la gestion de la diversité génétique. Alors, l'apport de ce projet, c'est qu'on n'a pas vu d'introgression entre poulets commerciaux et races locales dans la plus grande partie des cas. Ça, c'est très important pour construire la confiance que la race locale, c'est vraiment une race locale. Les résultats qu'on observe en termes de diversité génétique, de consanguinité, sont en accord avec l'histoire de la race, avec ses effectifs, avec la façon dont elle a été gérée. On peut quand même avoir différentes histoires cachées derrière un même niveau de variabilité. On peut avoir un niveau de variabilité élevé parce qu'on a une grande population bien gérée, mais aussi parce qu'on a une petite population récemment créée avec des croisements. Sauf que si elle est petite, peut-être que dans 5 ou 10 ans, on aura beaucoup plus de consanguinité que dans la grande population qui va continuer à être bien gérée. Alors, les races d'éleveurs, disons, amateurs, sont souvent moins homogènes parce que les éleveurs n'échangent pas les animaux entre eux. Et quand on a des variétés dans une race, il peut y avoir la spécialisation d'un éleveur sur une variété, mais la couleur, la variété définie par la couleur du plumage, a un sens important pour structurer la diversité. Donc, les questions à se poser pour continuer, c'est le nombre d'animaux fondateurs lorsqu'on fait une relance, faire un plan d'accouplement, suivre les pédigrés et faciliter l'échange d'animaux entre les éleveurs pour éviter la fragmentation de la diversité. Donc, en conclusion, la référence à la race, elle a joué un rôle majeur dans les organisations de ces projets en France. Alors, au Maroc, on nous a parlé du poulet Beldi. Je sais pas, on ne sait pas encore s'il y a différentes races comme on peut avoir en France. Donc, il faut bien décrire les populations présentes avec des marqueurs moléculaires. Ensuite, il faut une définition collective avec les éleveurs, les producteurs, les vendeurs, les consommateurs, de l'objectif de production. Qu'est-ce qu'on veut et ne pas changer d'avis tous les ans. Parce que si on change d'avis tous les ans ou tous les 2 ans, on n'avance pas. Il faut avoir un objectif qu'on suit. Et il faut gérer la diversité en même temps qu'on sélectionne. Donc, en France, le syndicat des sélectionneurs a mis au point une méthode qui propose à ces projets de relance. La pression de sélection est faible parce qu'on donne de l'importance à maintenir la diversité. 4e recommandation, sécuriser la diversité de la race au début du projet avec mise de côté de semences congelées, banque ADN pour permettre des études rétrospectives. Et on a bien sûr de nouvelles questions de recherche, des enjeux de connaissances, notamment pour objectiver quelle est l'adaptation au milieu de ces populations locales. Et là, je pense qu'au Maroc, on a un gradient climatique bien plus fort qu'en France, donc certainement plus de recherche sur ce niveau-là possible au Maroc. Et quand même, le rôle des pouvoirs publics est très important. Il y a des arbitrages réglementaires, les signes de qualité, les cahiers des charges pour aussi donner confiance aux consommateurs et un montage financier qui fait souvent appel à la fois à des aides publiques et à des investissements privés pour soutenir les actions dans la continuité. Donc, je voulais remercier ici toutes les associations et les éleveurs que nous avons visités depuis cette quinzaine d'années, les chambres d'agriculture, les étudiants vétérinaires en thèse, les clubs de race, le centre de sélection de Béchan et l'équipe du syndicat des sélectionneurs avec, pendant ces projets, Daniel Guémené, Romuald Rouget, Maryse Boulet et Benoît Desnoux, et les collègues de mon laboratoire, et en particulier Gwendal Restou pour toutes les analyses moléculaires et Agathe Viau pour toutes les enquêtes sur le terrain et l'échantillonnage des animaux. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Peut-être c'est mieux pour se voir, ou alors si vous voulez revenir sur certaines diapos, vous me direz. Oui, vous pouvez arrêter si vous voulez voir les questions s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas encore sur le chat. Mais voilà. Merci Michel pour cette présentation très riche qui montre l'histoire un peu de la gestion des races locales en France, histoire récente finalement. Et l'effet de cette histoire sur l'évolution de la diversité et sur l'efficacité de cette gestion, de monitoring de ces races, au moins lors des 2 dernières décennies, en tous les cas. Et les résultats, moi, j'étais impressionné par les résultats. Finalement, c'est des résultats très encourageants. Ça montre un peu qu'on peut bien faire des schémas d'amélioration génétique, de gestion des ressources génétiques
qui peuvent apporter une forte valeur ajoutée du point de vue économique et aussi qui permettent de préserver les ressources génétiques locales. Ça, c'est super intéressant. Et pour le cas du Maroc, notamment, parce qu'on a eu plusieurs discussions ouais, voilà, pour le cas du Maroc, vraiment, ça donne un espoir, surtout parce qu'on a l'impression là que le poulet bildi, la large population de poulet bildi elle est en cours d'érosion, de déperdition, de dilution par les races étrangères. Et voilà, si on arrive à lancer quelque chose tout de suite, comme c'est le cas du projet Scala Midi, on peut stopper l'hémorragie, à garantir un peu un gain pour la population qui l'exploite. Bon, c'est très bien. Merci en tout cas pour cette présentation très riche. On aura, voilà, s'il y a des questions, s'il y a des collègues qui ont des questions, s'il vous plaît, levez la main électronique et puis on- on- on avance dans le débat. Peut-être que je pouvais ajouter par rapport aux enquêtes qui vont être dans ce cas-là, Mehdi, hein, c'est vraiment le prix d'achat, enfin, le prix que le consommateur est prêt à accepter pour avoir un poulet d'une meilleure qualité ou qui correspond à la tradition marocaine. Parce que ça, on voit bien que ces filières-là, elles existent si ils ont pas forcément 100 000 acheteurs en France, mais s'ils ont des acheteurs fidèles qui acceptent de payer un prix plus élevé. Pour la pérennité de ces projets, c'est lié aussi à la demande de la clientèle. Donc, c'est pour ça que ces races locales, elles s'essayent aussi, elles sont présentes dans les filières d'agriculture biologique parce qu'il y a une clientèle aussi fidèle pour ces produits-là qui permettent de valoriser. Là, c'est le mode d'élevage, hein, l'agriculture biologique, ce n'est pas lié à la race. Il y a à la fois la communication sur l'originalité, l'histoire de la race et le mode d'élevage. Bon, j'ai une question. Pour la race qui est fragmentée, qui se trouvait au début partout un peu, c'est la noire de Châlons, je pense, ouais, c'est Oui. ça? Il n'y a pas eu de programme un peu élaboré, il n'y a pas eu une structure, l'intégration dans une structure professionnelle, etc. Alors, pas tellement. Enfin, c'est le conservatoire régional qui veut le faire, mais souvent dans les conservatoires régionaux, ils ne sont pas très nombreux. Entre guillemets, ils ont du mal à tout faire. Et donc, pour que ça marche, il faut vraiment être très têtu, il faut être persistant, il faut continuer à donner le même message tous les ans, plusieurs années. Et il suffit qu'il y ait une personne qui parte, qui soit remplacée par quelqu'un qui débute, et on repart à zéro. Sinon, pour l'intérêt économique, les résultats économiques, ils ont sorti quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire les gens apprécient cette Alors, race. la difficulté qu'ils avaient, c'est qu'il y avait déjà le nom poulet de chaland qui était utilisé pour la production de poulet label habituel et qui n'était pas la race noire de chaland. Et donc, ils ont une difficulté de communication vis-à-vis des consommateurs qui achetaient du poulet de chaland produit dans la région de Châlons, mais qui n'était pas le poulet de la race noire de Châlons. D'accord. C'était compliqué à expliquer aux consommateurs pour distinguer les produits et dire pourquoi le poulet noir de Châlons il est plus cher que le poulet de Châlons que j'achète au supermarché. D'accord. Et du coup, les résultats pour la diversité, il n'y en a pas eu de résultats sur l'évolution de la diversité parce qu'il n'y avait que les 10 races un peu qui étaient en commun entre les deux projets, c'est ça? Oui. Cette race n'était pas inclue dans le deuxième. Non, parce que dans le deuxième projet, le coordinateur du projet, qui était l'Institut technique de l'aviculture, a fait des enquêtes pour identifier les associations de races intéressées par la prime à la race menacée. Or, la prime à la race menacée, ça suppose de s'engager dans un projet de valorisation commerciale. Ce n'est pas uniquement de la conservation. Et donc, la Noire de Châlons, elle ne souhaitait pas, les éleveurs rencontrés ne souhaitaient pas s'engager dans une demande de prime à la race menacée, donc ils n'étaient pas prioritaires pour ce deuxième projet. OK. Je passe la parole à Yacine Taifi, qui a levé la main. Allez-y, Yacine Taifi. S'il vous plaît, présentez-vous et votre affiliation avant de commencer la question. Merci. Bonjour, tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation très riche. Aussi, je vous remercie pour cette initiative.
de l'INRA, aussi de vous, M. Benjeloun. Alors là, vraiment, j'ai un petit mot juste concernant le bodybuilding, bien son histoire au Maroc. Alors, premièrement, le bodybuilding a été introduit par les caravanes de commercialisation à l'ancienne époque. Donc, on parle de peut-être de l'ère des pharaons, etc. Donc, il y avait plusieurs races qui passaient à travers le Maroc, soit qui viennent de l'Asie, de l'Europe, ou bien même quelques autres races qui viennent de l'Afrique. Donc, le Maroc, c'était le point de passage de ces races-là. Si vous permettez, vous pouvez oui. nous dire un mot sur votre profession ou... Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, je suis Yassine Taifi, doctorant en troisième année à l'université Mohamed Ier d'Oujda. Et donc, Merci. je suis technicien de base, technicien en aviculture. Et après, j'ai fait des études par la suite sur le secteur avicole. Et dorénavant, j'ai pu travailler même en Bretagne, en France, avec quelques sociétés françaises. C'est toujours dans le domaine avicole. Après, j'étais commercial avec quelques sociétés de produits vétérinaires. Et finalement, j'étais formateur assistant avec une société marocaine sur le poulet fermier. Merci. Et allez-y avec votre question. Merci. Et donc, c'est à travers ce contact qui était de gauche à droite que j'ai contacté plusieurs éleveurs ou bien plusieurs passionnés par le bodybuilding. Et dans ce point-là, peut-être on ne peut pas parler sur un vrai bodybuilding, bien un poulet marocain à 100%, puisqu'il y avait beaucoup de croisements, il y avait beaucoup des hybrides, quelles que soient des lignées commerciales à 100% qui étaient devenues après building. Mais il y avait encore quelques souches. Ce ne sont pas vraiment des races, mais là, on parle des souches. Par exemple, c'est le Brahma ou bien le poulet de Andalousie, etc. Mais il y avait un poulet un petit peu marocain. C'est le poulet qu'on peut le trouver dans la région de Kala. Il y a un petit peu une petite lignée qui existe. C'est le seul point lumineux qu'on peut trouver sur le marché. Et un peu loin entre Inzgan et Souera, il y avait un vieux éleveur, et d'ailleurs c'est un ancien retraité de l'INRA qui a travaillé un petit peu sur le sujet et là essayé de faire des croisements pour satisfaire les besoins de clients, puisque là c'est toujours le résultat, c'est l'objectif de commercialisation, mais il n'y avait pas vraiment une satisfaction totale ni par les performances de production et aussi l'exigence sur la qualité, quelle que soit de la viande. C'est Taifi. Oui. Pour un souci de temps, si vous pouvez poser la question voilà. Si vous pouvez... donc, la question, premièrement, c'était une intervention, mais la question, est-ce que vraiment on est prêt au Maroc pour commencer un défi, puisque c'est un défi de passer 10 journées ou bien 10 années auprès des éleveurs et auprès des intervenants pour trouver cette lignée, ou bien ce point de départ pour sélectionner et améliorer les races, peut-être les races ou bien même des souches marocains. Et merci. Merci. Oui, mais justement, c'est l'objectif du projet Scala Medi. C'est pour ça que je vois aussi dans le commentaire là
Est-ce qu'il faut comment démarrer un programme? C'est pour ça qu'il y a une phase d'enquête qui est la première partie, c'est le Work Package 2 du projet Scala-MEDI, parce que justement, on a besoin de faire l'état des lieux, à la fois de l'originalité génétique, c'est pour ça qu'il y aura des marqueurs moléculaires, pour voir si on a des sous-populations très différentes ou si on a une grande population du nord au sud qui est finalement, est-ce qu'elle est homogène ou pas homogène? Si elle n'est pas homogène, on peut identifier peut-être des sous-ensembles qui méritent d'être gérés séparément. Ça, on ne sait pas encore, ça va vraiment dépendre des résultats dans un an ou 18 mois. Et en même temps, il y a les questions aux éleveurs et aussi les questions aux consommateurs, enfin aux différents acteurs de la filière sur leurs besoins. Là, ce que j'avais compris quand même qui était un point fort pour le Maroc, c'est que déjà le mot Beldi, il est identifié, il est connu par les consommateurs. Il y a déjà une distinction quand même de ce produit par rapport à du produit importé. Mais il peut y avoir peut-être quand même des mélanges et peut-être qu'il faut mieux organiser cette filière Beldi. Mais on n'a pas beaucoup d'informations initiales sur la diversité génétique, c'est pour ça qu'on commence par ça dans le projet. Mais il y a quand même un intérêt, j'ai compris, moi, de la filière de production pour un poulet Beldi. Mais il faut définir plus précisément les attentes. Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Ça, je ne crois pas. Ou ça existe peut-être, mais ça n'a pas été publié ou on n'a pas trouvé cette information facilement. Mais je pense qu'il y a un potentiel important quand même et même si cette population elle a été mélangée, elle peut être originale, même si elle a été mélangée, parce que finalement, les races de poules qu'on a en France, il y a 2-3 siècles, elles aussi, elles étaient mélangées. Après, les gens ont spécialisé sur une couleur. C'est pas culturellement, c'est entre guillemets, c'est plus facile, mais d'un point de vue génétique, ça peut conduire à des petits isolats. C'est pas toujours le mieux non plus. Donc ça, c'est très culturel. Si le mot Beldi est suffisant pour l'authenticité marocaine, on n'a pas besoin d'avoir d'autres vocabulaires, par exemple. Seulement, nous, ce qu'on veut voir dans le projet Scala-MEDI, c'est qu'est-ce qu'il y a par en dessous. Est-ce que génétiquement, c'est homogène ou pas? Est-ce qu'il y a des différences génétiques finalement qui valent la peine d'être spécialisées entre le nord et le sud ou entre les plateaux hauts ou les zones côtières? Parce que ce n'est pas le même climat. Et c'est sûr que nous, en France, on a quand même moins de contrastes climatiques. Donc, les éleveurs se sont plus intéressés à l'histoire qui est finalement identifiée par l'apparence de l'animal, la couleur du plumage, la forme de la crête. C'est associé à une histoire, à une culture. C'est comme un emballage commercial, sauf que c'est un emballage biologique, quoi. Mais peut-être au Maroc, ce n'est pas ça qui est déterminant. C'est peut-être plutôt le fait que l'animal est facile à élever dans une région un peu désertique. C'est peut-être plus important que la couleur du plumage. Donc, moi, ce n'est pas du tout un problème, ça. Mais c'est pour ça qu'on a ces enquêtes, pour voir qu'est-ce qui est important pour les différents acteurs, éleveurs, consommateurs, distributeurs. Oui, exactement. C'est dans ce projet, effectivement, comme a dit Michel, il y a cette phase d'identification un peu une documentation socioculturelle, etc., comme a suggéré Saïd Boumakrat de l'IAV Hassan II, qu'il a parlé de cette étape de documentation socioculturelle pour identifier des pistes et voies d'évolution. Et c'est ce qui est prévu dans ce cadre de travail formulé par le projet Scala-MEDI, qui est un projet Prima section 1. Et voilà, on a cette étape, comme a mentionné Michel, dans les 2 premières années d'identification de toutes ces voies, en plus de l'identification moléculaire par des marqueurs génomiques pour voir. Il y a la question de Bouchra Belkadé, effectivement, qui parle de ça. Bonjour, merci pour cette présentation intéressante. C'est un schéma à suivre pour le Maroc. La caractérisation moléculaire de nos races marocaines ouvrirait une perspective pour la sélection assistée et surtout pour l'étude de l'adaptation face au changement climatique. Oui, je te laisse
répondre, Michel, oui. Tu as Non, déjà… non, tout à fait. C'est l'intérêt de faire ce projet avec des grandes régions d'Afrique du Nord, hein, puisqu'on aura aussi les mêmes données moléculaires sur l'Algérie et la Tunisie, et donc différentes régions climatiques, ce qui permettra, moi, j'espère, mais enfin bon, on n'a pas, hein, on ne peut pas dire à l'avance ce qu'on va trouver dans un projet de recherche, mais on peut espérer identifier en effet des régions génomiques ou des patrons de diversité plus favorables pour la production avicole dans une certaine région climatique. Et donc, mais le point commun qui reste avec ce qu'on a fait sur les races en France, c'est qu'il ne faut pas non plus se précipiter trop vite pour sélectionner sur les mêmes génotypes, parce qu'on perd de la diversité. Donc, c'est toujours ce dilemme. Je veux augmenter la fréquence des allèles favorables, mais je ne dois pas augmenter la consanguinité non plus trop, parce qu'à ce moment-là, je peux avoir des problèmes de reproduction ou si le climat change, j'ai perdu d'autres allèles qui auraient pu être utiles pour la suite. Donc, on a toujours cette importance d'équilibrer, garder, entre guillemets, une poire pour la soif, ne pas tout de suite avoir une pression de sélection trop forte sur un caractère. Parce que là, après, on perd des options pour le futur. Mais pour l'échantillonnage, là, par rapport à ce que disait M. Yassine Taifi, s'il y a une zone dont il parlait, là, je n'ai pas retenu le nom, mais où il y avait peut-être une origine particulière, ça, c'est important comme information. Il faut bien échantillonner dans cette zone-là et ailleurs aussi. Hein, mais c'était une grande difficulté pour ce projet, c'est comment on échantillonne pour vraiment être sûr qu'on a bien compris la diversité de l'ensemble du poulet Beldi. Il a parlé de Kala et Sawira, en fait, Yassine Taifi. Mais par contre, ce qu'il disait sur l'origine probable des populations marocaines, en fait, le fait qu'ils étaient ramenés au début, à l'époque des pharaons, etc., par les caravanes commerciales, peut-être, ça, c'est intéressant, mais ce n'est documenté nulle part. On a recherché un peu les informations là-dessus, ce n'est pas documenté. Mais ça, en tous les cas, l'origine du poulet, il a été domestiqué, voilà, il a été domestiqué dans une région géographique un peu isolée, et puis il est parti dans toutes les régions. Donc, tout le poulet du monde, tu vas le trouver. Oui, mais c'est vrai que l'Afrique du Nord est une région particulièrement intéressante sur ce point-là, parce qu'il y a eu de l'arrivée de poulets par la côte est de l'Afrique, venant de l'Inde, donc par les pays anglophones actuellement. Il y a des études beaucoup au Kenya, en Ouganda, sur l'origine génétique des races locales de poulets. Donc, certains ont diffusé jusqu'à la côte ouest de l'Afrique. Et puis, il y a des poulets qui sont arrivés par la Méditerranée et par la voie continentale de migration des poulets domestiques, qui sont arrivés aussi à partir de l'Asie, par la route de la soie, par la Chine, par l'Iran, et qui sont arrivés en Europe par le continent. Parce que les poulets, ils voyageaient sur les bateaux avec les marins et puis aussi dans les caravanes à terre. Et donc, il y a eu plusieurs courants de migration. Et c'est vrai que l'Afrique du Nord, elle a probablement bénéficié de plusieurs courants, ce qui fait que c'est plutôt positif pour avoir un maximum de diversité. Mais de ce fait, c'est un enjeu plus important de savoir comment choisir et comment gérer cette diversité. Et par rapport à la question là, sur la race très hétérogène, les données moléculaires, elles disent beaucoup de l'histoire ancienne et du potentiel qu'on a. Et si on associe la donnée moléculaire avec la donnée environnementale, là, Badr connaît bien ça, hein, on peut vraiment faire des prédictions sur l'adaptation. Par contre, sur les performances, il faut des phénotypes. Et ça, en fait, on se rend compte qu'avoir les phénotypes, c'est plus difficile que d'avoir les génotypes moléculaires. Et puis, en plus, le poids corporel, ça va dépendre du système d'alimentation. Et donc, moi, dans des études qu'on a faites, notamment plutôt en Afrique subsaharienne, finalement, il faut beaucoup plus d'animaux phénotypés que d'animaux génotypés pour avoir une bonne compréhension des aptitudes de la population. Donc, l'avantage des marqueurs moléculaires, c'est que dans d'autres populations, ils ont pu être associés à des performances. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'annotation des génomes. Si on a des gènes déjà identifiés comme importants pour une performance, avec les données moléculaires, on n'en est pas encore tout à fait là, mais je pense qu'on y arrivera dans l'avenir.
à prédire une performance. C'est déjà ce qu'on fait chez les bovins, mais parce qu'il y a beaucoup de données de performance et de génotypes chez les bovins, on peut prédire une performance uniquement sur la base des données moléculaires. Bon, chez le poulet, c'est ce qui est fait dans les populations des sélectionneurs industriels qui ont les noyaux de sélection fermés où ils contrôlent tout, le milieu, la performance, et ils font des génotypages sur des milliers de poulets. Donc ça, ils arrivent à le faire. C'est vrai que pour les populations locales, le phénotype, c'est plus un enjeu parce qu'il y a beaucoup de facteurs de variation sur la performance, alors que sur la donnée moléculaire, non, à part, il peut y avoir l'épigénétique, mais là, on n'est pas encore très avancé là-dessus, mais les données moléculaires sont relativement plus faciles à comparer entre populations que les données phénotypiques. Oui, parfait. Merci. Il reste une question par rapport à la… parce qu'en France, il y a l'appellation d'origine contrôlée, les labels, l'appellation d'origine protégée, etc. Et là, pour le poulet Beldi, on n'a pas encore ça. Peut-être ça, il faut que ça soit développé en parallèle avec le système avec l'étude qui vise la détermination d'un schéma de gestion des ressources génétiques. Ça, c'est important. Et je ne sais pas comment, voilà, il faut aborder ça de la façon la plus efficace possible. Voilà. Oui, ça, c'est le point où on va discuter peut-être dans l'année 3 du projet Scala-MEDI, parce que ce que moi j'ai vu avec les signes de qualité en France, c'est que en fait, on n'a rien sans rien, donc c'est quand même exigeant. Il y a un cahier des charges, il y a des conditions à respecter, et il faut qu'elles soient acceptables ou réalisables par les éleveurs. Sinon, s'ils n'arrivent pas à le suivre, c'est seulement une contrainte, et s'ils n'y arrivent pas, ils échouent sur le marché. Typiquement, la géline de Touraine, ça a été ça. En plus, les animaux étaient quand même n'étaient pas très gros, et pour plus préciser, ils ne pouvaient vendre que les femelles parce que les mâles étaient trop secs, pas assez de gras, donc vraiment à consommer, c'était traité trop sec. Donc, quand on vend un seul sexe dans une filière, ça veut dire que les coûts de production sont amortis sur seulement la moitié des animaux. Donc, ça, le ratio coût… et là, il faut un prix de vente très élevé. Donc, à un moment, il n'y a pas les consommateurs… il faut, comme il y a pas, c'est trop cher pour les consommateurs, il faut une subvention. Et donc, c'est pour ça que c'est important, c'est le pouvoir public, c'est le ministère de l'Agriculture. Si c'est une stratégie nationale de préserver une diversité, il faut accepter, il faut reconnaître au niveau du ministère que ça mérite un programme de soutien. Ça ne peut pas être uniquement basé sur la rentabilité, l'autonomie économique commerciale. Bon. En tout cas, si Yassine Taifi, c'est intéressant ce que vous avez dit sur les origines probables. On aimerait bien avoir votre input pour l'échantillonnage dans le projet Scala-MEDI. Si vous pouvez nous laisser votre adresse email, ça serait gentil. Oui, puis voir s'il y a des races françaises qui ont été installées au Maroc dans les années 40 ou 50, lesquelles? Ouais, voilà. On pourra comparer avec les marqueurs moléculaires s'il y a des ressemblances avec certaines races françaises. Hein, je ne sais pas. Bon. Merci en tous les cas. On peut continuer à discuter. C'est un sujet très intéressant. On a commencé par les races françaises et on a fini la discussion par les races marocaines. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Michel, pour la présentation, pour le débat. Pour manque de temps, on doit arrêter le webinaire. Donc voilà. À la fin de ce webinaire, je voudrais mentionner que le prochain webinaire est prévu dans 2 semaines à la même heure. Ma collègue Boutaina Abidou va en partager le flyer, si vous pouvez. Merci. Donc, il s'agit d'un webinaire qui serait animé par le docteur Lionel Ronjard, directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national français pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et écologue spécialiste des micro-organismes du sol. Le webinaire sera intitulé « La microbiologie du sol au service de la production agricole ». Vous êtes invité, Michel aussi, dans 2 semaines. Je connais Lionel, oui.
D'accord, ok. Et on a dans les CRB, les centres de ressources biologiques où on garde la semence des coques ou l'ADN des coques, il existe aussi des collections d'échantillons de sol dans un centre de ressources pour justement garder la trace des sols à différentes époques ou dans différents climats. Non, ça sera très intéressant. Il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Par ailleurs, j'aimerais mentionner aux participants qu'en quittant le webinaire sur Zoom, vous recevrez un questionnaire très court de 3 questions pour connaître votre évaluation de cette série de webinaires en général. Merci de le remplir, ça sera très utile pour nous. Docteur Michel Tixier-Boichard, voulez-vous dire quelque chose à la fin? Je voulais juste remercier les participants d'être restés jusqu'à la fin dans le public et j'ai conscience que parfois je parle un peu vite, s'il y a eu beaucoup de choses, mais s'il y a des questions après, c'est possible, m'adre à mon adresse mail et je peux répondre à des questions par mail ensuite. N'hésitez pas à envoyer des questions, oui, si vous en avez. Merci. Merci, Michel. Merci, Bader, pour cette invitation. Merci à toi. Au nom des organisateurs, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé aujourd'hui et toi, Michel Tixier-Boichard, pour l'excellente conférence et pour le débat très riche. J'aimerais également mentionner et remercier mes collègues Boutaina Abidou, Othman Sbatar, Tirazi, Abdelaziz Yassri et aussi le comité scientifique de la série de webinaires l'INRA pour leur contribution essentielle à l'organisation de cette série. Et rendez-vous dans 2 semaines. Merci. Merci à tous. Merci.